France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi et aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle semaine du Grand Forum qui s'ouvre évidemment avec, et nous allons y revenir, c'est le sujet du jour bien sûr, la primaire de la droite qui s'est conclue par finalement une affiche, un duo que l'on n'attendait pas vraiment, et surtout l'élimination de Nicolas Sarkozy dès le premier tour. Quelle gifle reçue au candidat ex-président Nicolas Sarkozy. Et puis nous recevrons à 17h tout à l'heure Amal Bentounsi du collectif Urgence, la police assassine, et nous allons revenir sur les violences policières avec l'actualité, malheureusement toujours d'actualité, notamment en date l'affaire Adama Traoré. Amal Bentounsi qui a également un frère qui a été victime de violences policières. On y reviendra avec elle tout à l'heure à 17h. Sans oublier après 18h l'éphéméride, les événements qu'il ne fallait pas manquer en ce 21 novembre avec la Myanmar. De télé on parlera avec les programmes pour ce soir, et puis de sport aussi. Et pour nous accompagner aujourd'hui, ils sont deux. C'est un duo inédit. Yasser Louati, comment ça va Yasser? Très bien, et toi? Écoute, impeccable. Badr Belamine, salut Badr. Tu m'avais manqué, Christophe. Ça fait longtemps, hein. Ouais, ça date. Alors messieurs, les coups de cœur, le coup de cœur de Badr. Ah, mon coup de cœur, c'est un reportage de Jérôme Delafosse, qui travaillait avant chez Canal+, qui a réalisé un superbe reportage, Les requins de la colère. Et je voulais en parler. Oui, parce que je précise aux auditeurs et aussi qu'à Yasser que Badr est président de l'association Un requin pour demain. Grand défenseur des requins. Et de la biodiversité dans son ensemble. Alors le coup de cœur de monsieur Yasser Louati. L'abstention. L'abstention, qui n'a pas été vraiment au rendez-vous hier. Non, c'est une super chose. Je vais donner mon coup de cœur à l'abstention. Très bien, ok, pas de problème, je précise. Les avis tranchés maintenant, l'avis tranché de Yasser. De quoi Fillon est-il le nom? Oui, ça promet, parce que là, on est peut-être... Non, ça promet que dalle, franchement. Ah bon? Franchement, ça promet rien du tout. De quoi Fillon? On verra. Oui, d'accord. Badr, tu vas rentrer un petit peu dans le sujet, dans le vif du sujet de notre invité, puisque tu vas nous parler de la police, c'est ça? Exactement. Moi, mon avis tranché, c'est il y a de quoi avoir la haine. Très bien, on va en parler de tout cela avec vous, chers amis auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000, bien sûr, si vous avez été victime. Alors, pas forcément de violence policière, mais par exemple, on peut parler de contrôle au faciès, on peut aussi parler de contrôle abusif, mais aussi de contrôle qui se serait mal passé avec l'utilisation du tutoiement par certains policiers. Encore une fois, il ne vise en rien à généraliser à tout l'ensemble de la police, mais parler de simples faits. Non, mais attends, voilà. Christophe. Donc n'hésitez pas. Non, mais il faut le préciser. Oui, on d'accord. ne généralise pas. Tu travailles pas au syndicat Alliance, hein, Non plus. Mais ouais. bon, on commence cette émission tout de suite par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet. Un appel qui est un peu passé inaperçu ce week-end avec cette actualité très chargée côté politique et la primaire de la droite. C'est l'appel de Manuel Valls qui est prêt, tonton Manu, à aller au combat. Je suis prêt à mener le combat pour 2017, comme tous, je l'espère. Je veux que les gens retrouvent de l'espoir, de l'envie. Et pour cela, les responsables publics doivent s'ouvrir. Mais moi, je suis un élu de terrain. Les gens me disent ce qu'ils pensent, me disent leur inquiétude, leur souffrance, leur espoir. Donc la politique doit changer. Voilà, je ne sais pas en tout cas si c'est ça. En tout cas, je ne sais pas si cet appel va résonner. Quoi qu'il en soit, retour à la soirée d'hier soir et aux primaires de la droite avec la victoire nette et incontestable de François Fillon, arrivé en tête et largement même loin devant Juppé, et en troisième position donc éliminé Nicolas Sarkozy, qui nous a annoncé d'ailleurs qu'il se retirait. Alors c'est pas la première fois qu'il le fait de la vie politique. Cela dit, ce qui est intéressant dans son discours prononcé hier soir, c'est qu'il a remercié les journalistes, pourtant après les avoir bien fort critiqués durant la campagne. Écoutez donc les salutations, les remerciements de Nicolas Sarkozy aux journalistes. Je remercie aussi les journalistes qui m'ont suivi tout au long de cette campagne, toujours avec passion. Et je mesure combien je leur ai demandé d'efforts par rapport à leur vie personnelle et à leur famille. Qu'ils soient assurés de ma reconnaissance. Évidemment, il n'a pas fait que remercier les journalistes. Hier soir, dans son discours, il est revenu un petit peu sur son parcours d'un air amer. La défaite était évidemment là. Comme je l'ai toujours fait tout au long de ma vie politique, j'ai défendu mes valeurs, j'ai défendu mes convictions avec ardeur, avec passion et avec le souci exclusif de la France. Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir
d'autres responsables politiques comme moi. Je veux enfin féliciter François Fillon et Alain Juppé, qui sont qualifiés pour le second tour. Ce sont deux personnalités de grande qualité qui font honneur à la droite française. J'ai beaucoup d'estime pour Alain Juppé, mais les choix politiques de François Fillon me sont plus proches. Après la parole au vaincu, voici la parole au vainqueur. Arrivé largement en tête de cette primaire, François Fillon, c'était ses premiers mots hier soir. Mon projet déclenchera une nouvelle espérance. J'entraîne avec moi les électeurs de la droite et du centre qui veulent la victoire de leurs valeurs. Et ma conviction est que rien ne peut arrêter une nation qui se dresse pour sa fierté. Ce premier tour des primaires a été digne et responsable. À ceux de mes concurrents qui ne sont pas au second tour, je dis qu'ils ont défendu leurs idées et qu'ils ont rendu service à la démocratie. La défaite ne doit humilier personne, parce que nous aurons besoin de tout le monde. Je veux remercier ceux qui ce soir m'ont apporté leur soutien, et j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy, qui a été le président de la France. Aux électeurs qui me font confiance, je dis merci. Et j'adresse à tous les autres électeurs un message d'estime et de rassemblement. Ma campagne va encore s'accélérer et s'amplifier. Il me reste une semaine pour vous convaincre. À tous les Français, quel que soit leur vote, je dis qu'ensemble, nous allons bâtir une alternance forte pour la France. Vive la République, vive la France. Et pour finir ce zapping, l'autre perdant, on peut le dire, de cette primaire, c'est Alain Juppé, donc arrivé en deuxième position, nettement derrière François Fillon, d'ailleurs qui a même tardé à réagir. Il est intervenu donc très tard dans la soirée pour dire qu'il continuait la campagne et qu'il allait entendre créer de nouvelles surprises la semaine prochaine. Et voilà que les soutiens d'Alain Juppé commencent à se faire entendre, à l'image ce matin de l'invité de Bourdin chez BFM TV RMC, Jean-Pierre Raffarin. Oui. Le programme d'Alain Juppé est faisable de A à Z. Je pense qu'Alain Juppé a construit un programme réaliste. Je crois que le programme de François Fillon est un programme qu'il ne pourra pas tenir. Je le pense, mais je suis quelqu'un de prudent et j'ouvre le débat et puis on va voir ça jeudi soir dans une élection aussi volatile que celle-ci. Le débat de jeudi soir va être déterminant. Celui qui va gagner le débat va sans doute gagner la primaire. Maintenant, nous sommes face à un choix. On va pouvoir aller au fond sur le programme. Est-ce que le programme de François Fillon est réaliste? Est-ce qu'on peut être un quinquennat sans recruter de fonctionnaires? Est-ce qu'on peut ne pas recruter de fonctionnaires dans les hôpitaux? Est-ce qu'on peut ne pas recruter dans la gendarmerie ou la police? On voit bien qu'il faut recruter des gendarmes, qu'il faut recruter des infirmières. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Je pense qu'il n'est pas réaliste. Voilà, donc les premiers soutiens de Alain Juppé qui se font entendre ce matin chez Bourdin. Jean-Pierre Raffarin, le programme, selon lui, en tout cas, de Juppé est réaliste, celui de Fillon ne l'est pas. En tout cas, force est de constater, Yasser Ebad, que là, avec cette victoire de François Fillon, on a mis la barre à droite. Oui, exactement. C'est que c'est en fait le fait que Sarkozy et Bruno Le Maire aient voté à appeler pour Fillon montre qu'en fait la convergence s'est faite à droite, mais droite type dur, c'est-à-dire droite identitaire, droite réactionnaire, droite religieuse. Et donc là, on est véritablement parti pour une plus grande fragmentation de la société française et de la polarisation. Donc moi, ce qui me sidère, c'est que personne n'a noté que François Fillon a quand même été Premier ministre et que ça a été un Premier ministre mou. Et que pourtant il met en avant un projet qui se veut ambitieux, qui se veut agressif, et comme vient de le dire Raffarin, pourtant je suis loin d'être un fan de Raffarin, c'est un projet qui est irréalisable. Sauf que c'est un projet qui a été présenté pour apaiser une certaine France, la France de ceux qui ont peur de redevenir en fait, ou de devenir des citoyens égaux, égaux à ces Arabes et ces Noirs et ces musulmans et ces minorités, qui clament aussi pour plus de justice sociale et d'égalité entre ces citoyens. Je précise que nous allons cette semaine vous proposer sur la page Facebook de France Maghreb 2 un comparatif des programmes de celui d'Alain Juppé et de François Fillon sur toutes les thématiques qui nous sont chères, notamment sur l'immigration, sur l'islam, sur aussi la partie économique. Bref, on va faire un comparatif parce que c'est important de mettre et de juxtaposer les deux programmes pour comprendre à qui on a affaire. François Fillon a créé la surprise hier en arrivant en tête parce que ils n'étaient pas nombreux encore il y a une semaine à croire. J'aurais pas misé un copec sur lui. Voilà, à croire à son élection, enfin à son arrivée en tête de ce premier tour. Des chiffres importants. Il semblerait que d'après les instituts de sondage, 15% des électeurs de gauche se soient déplacés. Donc voilà, ça c'est un chiffre à prendre en compte.
aujourd'hui, force est de constater que mathématiquement, rien n'empêcherait la victoire de François Fillon la semaine prochaine, sauf évidemment un réveil citoyen. Donc il est important, je pense que là aussi c'est un problème Yasser et Badr, que les Français lisent les programmes des gens pour qui ils votent. Exactement. C'est quand même l'essentiel, non? Oui. Après, hormis la partie islam, parce que tous les politiques ils surfent dessus, après il faut se pencher sur le programme à proprement parler, en termes d'emploi, d'économie, tout ça, d'écologie surtout, mais il n'y a pas beaucoup qui en parlent d'écologie. Oui, parce que la barre a été, la campagne du Burkini a été en fait le signal que la campagne présidentielle serait identitaire, elle serait pas socio-économique. Donc là-dessus, c'était vraiment déjà annoncé depuis l'été. Et le fait que Sarkozy ait appelé ses maires pour faire pression et qu'ils interdisent le Burkini pour déclencher cette polémique, fait que justement on n'en est pas sorti. Et tous les candidats, je dis bien tous les candidats à part Cécile Duflot, sont bien de l'extrême gauche à l'extrême droite, sauf l'extrême droite qui est quand même restée plus silencieuse parce que tout le monde travaillait pour Marine Le Pen pour faire justement avancer ses idées. Ben en fait, tout le monde est tombé dans le panneau. Il n'y en a pas un seul qui a dit stop, on arrête de déconner. Les enjeux sont beaucoup plus grands qu'une question de Burkini. Il y a des questions socio-économiques à résoudre, des questions de corruption et d'échecs institutionnels qu'il faut adresser. Donc là, tout le monde est tombé dedans. Et qui sont les grands perdants? Encore une fois, les Français. Yasser et Badr, je vous ferai juste me remarquer une petite boutade. Jean-François Copé n'a même pas atteint le prix du pain au chocolat au niveau du score. Incroyable quand même. Incroyable. 0,3, il pense que le pain au chocolat ça coûte 15 centimes. Bon, il en faut un peu plus. Quoique, en tout cas, Copé aujourd'hui. Force est de constater que personne n'en veut plus. Hein. Je pense qu'un de ces quatre, il va dire les communautaristes musulmans ont manigancé dans son dos et que c'est la faute aux musulmans. Je pense que c'est son attitude à Copé. Je l'ai toujours trouvé un petit peu... Il surfait un peu sur le Sarkozy de l'époque de Neuilly. Je sais pas si tu te rappelles, Christophe. Dans ses attitudes, dans ses manières, dans son phrasé. Et il a jamais accroché, on va dire, le grand public. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Marine Le Pen que d'avoir un François Fillon face à elle, éventuellement s'il en ressort gagnant de cette primaire? Non, pas forcément, parce qu'il pourra retenir justement ceux qui sont tentés par le vote Marine Le Pen, parce que justement il fait du Sarkozy, mais beaucoup moins caricatural. Et donc ceux qui étaient tentés, enfin plutôt ceux qui étaient à droite et qui étaient exacerbés par Nicolas Sarkozy, qui en avaient marre de lui, maintenant ils ont moins de raisons de voter Marine Le Pen, puisque François Fillon promeut encore une fois un agenda identitaire, tout comme Marine Le Pen, mais encore une fois moins l'étiquette extrême droite. On en reparle avec vous si vous le voulez bien. On écoutera les avis tranchés. Je vous rappelle qu'à 17h on recevra Amal Bentounsi. On va changer de sujet et parler de violences policières avec elle. Inscrivez-vous sur les listes électorales du collectif Urgence, la police assassine. Le grand forum, on est là, ravi de vous retrouver après ce cataclysme politique survenu hier à l'occasion du résultat des primaires de la droite. Nous y reviendrons dans un instant avec notamment un avis tranché que j'attends avec impatience, celui de Yasser Louati sur Fillon. Et également nous parlerons de policiers, de violences policières avec Amal Bentounsi qui sera notre invitée dès 17h. Elle fait partie du collectif Urgence, la police assassine. On va parler évidemment entre autres de la violence policière avec elle, puisqu'elle a été touchée évidemment de très près par cette violence policière. On s'en expliquera tout à l'heure sur France Maghreb 2. Vous pourrez donc apporter vos témoignages et lui poser vos questions 01 40 33 9000 avant de passer aux avis tranchés. On va aussi prendre la température du côté de nos auditeurs au 01 40 33 9000 pour savoir un petit peu quelle a été la réaction au lendemain de ce premier tour de la primaire avec Kamel. Salut Kamel. Et, bonsoir Christophe, bonsoir à Yasser Louati, bonsoir à Badr bien sûr. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ce que je tiens simplement à dire, moi à propos de l'élection, il a gagné par 44%, vraiment j'étais vraiment surpris. Je m'attendais pas à un tel score. Mais je pense, à mon avis personnel, là, il y a 3 points à relater. Premièrement, moi je pense que les médias ont joué trop en faveur de Fillon. C'est-à-dire, en l'espace d'un mois, le mec était en 3e position, il se retrouve relancé en première. Normalement, dans un média comme BFM ou France 2, on n'annonce pas les sondages. Parce que les sondages, quand vous mettez des sondages, ils influent sur le vote des électeurs. Donc, on parle partout, Fillon, il a convaincu et tout. Donc, ce système-là, l'électeur, il se base souvent sur... Donc, à mon avis, il devait interdire le sondage pendant toute la période électorale. Deuxième point, moi à mon avis, vous savez que Fillon, c'est presque la même chose que Philippe de Villiers. C'est un islamophobe notoire, c'est un islamophobe qui, d'ailleurs je remercie Tariq Mani qui
qu'il a un message de Fillon à propos de toutes les religions. Il a dit toutes les religions sont compatibles avec la République, uniquement l'islam. Donc moi, ce que je n'arrive pas à comprendre avec ce Fillon, je dis que c'est un type très dangereux, il est pro-russe, il est personne qui contre les musulmans, il est pour. Je pense que ce Fillon, c'est un gentil, c'est comme du feu sous la paille. Il faut faire attention. C'est la même politique que Madame Le Pen, déjà il y a de cela 3 ans, et il a dit qu'il encourageait Madame Le Pen. C'est un catholique vraiment un peu exagéré. Je pense que son électorat, la majorité c'est du Front National, et un électorat aussi catholique de la foi traditionnelle. Merci. Moi je pense Alain Juppé n'a rien à perdre. Même la gauche va se mobiliser pour sauver le gaullisme en France avec Juppé. Merci Kamel pour votre réaction, alors, messieurs, sur le fait de Kamel qui nous dit ouais, faut interdire les sondages, est-ce que ça influe? Alors c'est vrai quand même qu'il y a à peine un mois, Juppé, enfin Fillon, il y a même pas un mois, même pas plus d'une semaine, un peu plus, Fillon était qu'en 3e position, c'était l'homme qui allait peut-être compter dans cette primaire, mais jamais, au grand jamais, quelqu'un ou un sondage l'avait annoncé en tête. En tout cas, depuis une semaine, est-ce que les sondages influent sur les électeurs? Bien sûr. Bien sûr, c'est qu'il y a, je veux dire, même dans les questions, dans les travaux de recherche sociologique, les questions font qu'on peut en fait orienter les réponses pour obtenir ce qu'on veut. Donc les sondages, oui, peuvent être parfaitement manipulés pour faire émerger tel ou tel candidat. Quand on voit comment est-ce que les questions sont orientées, ben forcément, oui, il suffit que plusieurs instituts s'y mettent à la dernière ligne droite, je veux dire les quelques jours avant une échéance électorale pour faire remonter un candidat. Personne ne peut expliquer que François Fillon ait gagné des trucs comme 30 points en l'espace de 10 jours. Ouais. En quoi est-ce qu'il s'est distingué? C'est quelqu'un qui est connu pour être un mou, qui a été déjà Premier ministre, qui n'avait aucune popularité ou aucun capital popularité, qui n'avait pas le charisme d'un présidentiable, et hop, tout d'un coup, grâce à quelques sondages et quelques orientations des médias, monsieur arrive premier de la primaire. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter, oui. On va prendre un autre Kamel au standard, 01 40 33 9000. On va demander à tout le monde d'essayer d'aller vite dans les commentaires, comme ça on peut prendre un maximum de personnes avant de passer aux avis tranchés. Là aussi vous pourrez réagir, bien sûr. Kamel, bonsoir, un autre Kamel. Oui, bonsoir. Alors Kamel de Paris, on va dire. Ok, ouais. Bonsoir à vous messieurs, bonsoir aux auditrices, auditeurs. Alors pour moi, je vais vous dire très sincèrement, je suis pas inquiet. Pourquoi? Parce que ma posture, elle est très simple. C'est celle de l'organisation de notre communauté. Et que ça soit droite ou gauche, pour nous, et on l'a vécu tous très durement avec ce gouvernement de gauche, on subit les mêmes choses. L'intérêt que nous avons, c'est de nous organiser. Alors Fillon, Copé, Juppé, etc., on sera mangé à la même sauce. Je crois qu'il faut être clairvoyant par rapport à ça. C'est bien pour ça que j'alerte encore une fois. Kamel, si tu permets, là tu fais un peu des raccourcis qui me semblent un peu légers, parce que attends, non, mais on n'a pas non plus 3 heures, mais c'est juste pour te dire que quand tu mets sur le même panier Juppé et Fillon, je t'invite à aller lire les programmes, c'est pas vraiment la même chose. Non, c'est pas une question de programme, c'est de vécu et de ce que les gens, au travers de leur organisation, parce que je milite depuis un peu plus de 25 ans, et crois-moi, je les ai approchés, Juppé a été maire dans le 18e, etc., etc. Enfin, on peut parler de beaucoup de gens. Ceci étant, la réalité, c'est notre condition à nous. Nous sommes sur une radio appartenant à la communauté maghrébine, musulmane, etc. Et moi, je m'adresse appartenant à la communauté française. Oui, française, mais attendez, c'est bien marqué, maghrébine, également. Oui, mais bien sûr, France Maghreb, mais de la voix d'un certain nombre de Français, ou pas d'ailleurs, d'origine maghrébine. C'est bien comme ça, voilà. Ou pas, peut-être. Oui, c'est la radio du peuple. Tout le monde est bienvenu. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est très important. C'est que nous avons à nous organiser. Nous serons confrontés à tous ces gens, quoi qu'ils adviennent. Donc, en étant, vous savez, les lobbies, et tu en parles assez souvent, mon cher Christophe, tu sais pertinemment que nous avons à nous organiser pour être en face et pour peser. Parce que lorsqu'on représentera un poids électoral, eh bien, nous pourrons dicter un certain nombre de choses. Mais Kamel, qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans les quartiers, d'inciter les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales et surtout d'inciter les gens à aller voter, parce que personne ne se déplace. Donner une information. Oui. Si tu me permets. Vas-y. Tu sais qu'on a lancé une
une consultation nationale. Pourquoi j'en ai pas reparlé depuis les 3 ou 4 fois que nous avons, que j'interviens sur l'antenne? Tout simplement, et je voulais le donner parce qu'on nous a appelé par rapport à cette consultation, c'est très important que vous le sachiez vous également, c'est que nous avons été bloqués par la CNIL. À partir du moment où on récolte des informations sensibles, et tu sais que la première des questions, c'était de demander aux gens s'ils étaient musulmans ou pas, et que on a demandé aussi une adresse mail lorsqu'il nous répond, c'est des informations sensibles, et à la CNIL, puisqu'on doit demander une autorisation, on doit passer devant une commission, on passe devant une commission, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc rassurez-vous, et tous ceux qui nous écoutent, quoi qu'il advienne, cette consultation va avoir lieu. Encore quelques jours de patience puisque nous passons en commission, et cette consultation sera un point important où on pourra tirer un certain nombre d'enseignements, et notamment sur le vote, etc. En tous les cas, et je termine là-dessus, j'avais émis aussi à l'antenne une fois devant quelqu'un qui se présentait, et je voulais simplement, mon cher Christophe, c'est que si tu as la possibilité que tous tes invités que tu invites durant toute cette période électorale, je demande, mais tu peux faire comme tu veux, mais que les gens déclinent leur appartenance politique, il serait bien de savoir qui sont les gens qui sont sur le plateau, est-ce qu'ils sont encartés au PS, au PC, à droite, à gauche. C'est une indication qu'on est en droit de savoir, nous autres les auditeurs. Est-ce que vous faites la même... Attendez, Kamel, et qui n'ont pas d'étiquette. Est-ce que vous demandez la même chose aux chroniqueurs des grandes gueules sur RMC? Comment? Est-ce que vous demandez la même chose pour les chroniqueurs des autres radios? Non, mais alors, je vais aller jusqu'au bout de mon propos. Lorsque des gens appellent à appeler Juppé, etc., ou d'autres d'ailleurs, il est toujours très intéressant de savoir, c'est bien pour le journalisme que nous sommes, les uns et les autres, de savoir pour qui les gens... Les deux personnes qui ont appelé... Attendez. Sont encartés, je pense que c'est une indication, mais chacun est libre de faire comme il veut. Les deux personnes sur cette antenne... Que les auditeurs le sachent. Kamel, les deux personnes sur cette antenne qui ont... Alors pour un, fait un avis tranché sur pourquoi il faut voter Juppé, s'appelle Amou Bouakaz. La deuxième. Nommer, attendez, mais non, si, il faut le nommer, mon ami, il faut aller jusqu'au bout. Non, je suis pas là pour taper. Bah, attendez, il faut pas faire semblant, il faut pas faire il faut pas utiliser la langue de bois que l'on dénonce tous les jours. Et une autre personne qui est Tarek Mami qui a parlé de Juppé en insistant sur le fait d'aller voter pour Juppé. Pour lui, c'est le moins pire. Voilà. Alors donc, oui, voilà, c'est toujours le moins pire. Voilà, tu as dit le mot. Il faut aller vers le moins pire, mais ça les empêche pas de nous taper dessus. Moi, je suis pas pour aller pour le moins pire. Je suis pour que nous nous imposions et que nous nous organisions, mon cher, et grâce à vous notamment. Merci Kamel, à bientôt. Alors beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'appels. Ahmed, et je vais vous demander par contre de faire vite, s'il vous plaît, parce que voilà. Essayer de faire vite. Bonsoir Ahmed. Allô? Bonsoir. Oui, bonjour, je vous salue tous les trois. Bonsoir. Mais bon, déjà, il faudrait savoir, il y a un vote. Nous avons 2 candidats, ou 3. À la limite, il faut qu'on sache si on doit aller voter ou pas. Après, si on se perd en conjecture, c'est toujours comme ça. Il faut s'organiser, ne pas s'organiser. Là, aujourd'hui, on est organisé parce que nous avons tous une carte d'électeur. Et c'est ça qui nous permet justement de faire la pluie le beau temps. Bon, je voudrais revenir sur une chose. Moi, je vais vous surprendre, Christophe, mais vous allez, là, bien sûr, hein, c'est Dieu le plus savant. Mais dimanche prochain, ce sera Juppé qui sera élu. Mais comment comment vous expliquez ça, parce que mathématiquement c'est impossible. Je vais vous l'expliquer très rapidement si vous me permettez. Ouais. Il faut pas oublier que naturellement ce qui s'est passé, tout le monde a été surpris par la montée fulgurante de Fillon. Ouais. Mais cette montée fulgurante, c'était pas quelque chose de consistant, c'était circonstanciel. Parce que à un moment donné, ceux qui devaient voter pour Juppé ont senti que peut-être Juppé était en train de perdre un peu, parce que rappelez-vous que comment dirait Sarkozy lui collait au basque, pratiquement il commençait à grignoter un peu les points. Comment il s'appelle, je veux dire les électeurs de gauche. Vous avez parlé tout à l'heure des socialistes 15% et d'autres bien sûr qui ne voulaient du centre qui ne voulaient pas de Sarkozy. On dit qu'il valait peut-être mieux apporter, je veux dire, leur suffrage à comment il s'appelle, au cas où il y aurait, il y aurait Sarkozy et Fillon, je veux dire, au deuxième tour, apporter leur suffrage parce que Juppé, il commençait à faiblir, je veux dire, en fin de course. Et il se trouve que aujourd'hui, les socialistes, il faut que vous compreniez une chose, c'est que Juppé, il a quand même 71 ans, alors que Fillon n'a que 61 ans. Oui. C'est-à-dire, si d'aventure il devenait président Fillon, la gauche, elle est déjà, pour cette mandature, enfin du moins pour cette mandature, peut-être c'est même pas la peine qu'ils espèrent gagner, je veux dire, la présidentielle, mais
il peut récidiver pour un deuxième mandat, alors que Juppé, il a bien dit que lui, il ne voulait qu'un seul mandat. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour la gauche. Ça donne l'espoir de penser que de toute manière, ils vont apporter leur suffrage à Juppé. Pensons, je veux dire, que d'ici 5 ans, ils vont pouvoir peut-être se refaire une santé derrière Macron ou je ne sais qui, et plutôt que d'attendre 10 ans avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. Et surtout, donc, pour finir, je vous dis, mais j'ai oublié de vous dire que je ne cache pas ma satisfaction de voir que Sarkozy, le pire des présidents que la France a eu, sorti par la petite porte. Et moi, je suis heureux parce que hier, quand je suis allé voter, c'était ça mon but, c'était de le foutre dehors. Et je l'ai fait avec, bien sûr, une petite participation. Je sais pas si c'est moi qui l'ai fait dégager, mais le fait il soit sorti comme ça. Et hier, je vous dis pas à quel point c'est-à-dire j'étais satisfait et pensez à ce que je vous ai dit, parce que moi je suis pas devant. Pour dimanche prochain, tout le monde va se mettre derrière Juppé parce que ils savent que Fillon, avec la politique qu'il a, ultra-libérale, personne ne va voter pour lui. Vous allez voir. Qu'est-ce que vous en pensez de l'avis d'Ahmed, là, Yasser Ouati et Padre pour dimanche prochain? Ça semble perdu pour Juppé, ou est-ce qu'on peut dire que il y a encore une petite chance? Et ce que nous dit Ahmed, finalement, tout le monde va se rassembler et va essayer d'éviter le pire, là, pour le coup. Moi, les appels au rassemblement, aux initiatives spontanées, j'y crois pas. Donc là-dessus, je suis assez lucide. Je crois pas qu'en une semaine, les gens vont se mobiliser pour faire barrage, parce que Fillon ne donne pas l'image d'un Jean-Marie Le Pen. Donc ça reste, malgré un programme qui est irréalisable et dangereux. Enfin, je vois pas comment est-ce que les gens vont se mobiliser pour lui faire barrage, à moins que il multiplie les bourdes de communication, que les sondages soient orientés contre lui. Puis il y a le débat aussi qui est important. Cette fois-ci, oui, mais on est à l'ère de la politique post-vérité. Ce n'est pas les faits qui comptent, c'est comment est-ce qu'on joue avec les émotions des gens. Et donc, ça sera le plus habile sur la communication qui l'emportera. Bon, on va dire, c'est jamais écrit d'avance. Donc on verra, mais j'ai pas de... Oui, c'est mal parti pour Juppé. Je peux poser une autre question peut-être différemment et plus précisément. Est-ce que ça va inciter des gens qui ne se sont pas forcément déplacés à le faire en voyant qu'il y a peut-être un risque? Parce que c'en est un quand même, parce qu'on se réjouit de l'élimination de Nicolas Sarkozy. En tout cas, beaucoup s'en réjouissent aujourd'hui. Mais faut pas oublier que Fillon, on n'en est pas très loin de Sarkozy. Peut-être même pire d'ailleurs. Oui, parce que en fait, encore une fois, c'est que les attaques qui ont été les plus audibles ont été celles de Sarkozy et de Juppé, tellement elles étaient caricaturales. Ouais. Mais est-ce que tout le monde se rappelle des attaques de François Fillon, de la colonisation qui a été un export de la culture française, que la seule religion qui refuse de s'adapter, c'est l'islam, que il n'y a qu'un seul communautarisme. Il veut un statut à part pour l'islam, lui. Oui, justement. Est-ce que les gens en prennent la mesure? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Enfin, moi, j'en prends la mesure parce que je m'informe. Ouais. Mais il y a ceux qui m'entourent aussi. Mais bon, je peux pas réduire, toute la France ou la situation nationale à mon cas personnel. Allez, on accueille un dernier auditeur avant de passer aux avis tranchés. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à votre invité, Monsieur Christophe. Vous m'entendez? On vous entend. Ils sont deux, nos invités. Hein. Oui, à vos invités. Je fais court. Padre Yasser. Pour faire vite. Oui. On se félicite, nous autres, de Monsieur Fillon. Je vais vous choquer. Ah, on a trouvé des supporters de Fillon, donc. Oui. On en a parlé depuis 6 ans. Rappelez-vous du gaullisme. Donc, c'est un gaulliste, c'est tout. Point à la ligne. L'indépendance de la France, à tout égard, nucléaire, économique, politique. Ouais. Il l'a dit, Monsieur Soufiane Belakhdari. Vendredi, j'ai bien suivi votre débat, que était fort lui et Monsieur Mani. Donc, en un mot, il l'a dit, Fillon, donc tout se passe au-dessus de nos têtes, ce qui n'est pas faux, à savoir les Américains et les Russes, c'est tout. Donc maintenant, effectivement, c'est les communautarismes ou ce que vous voulez, c'est à nous de s'intégrer en France et pas l'inverse. Je comprends, excusez-moi, donc c'est pas... concernant... Excusez-moi, mais c'est caricatural ce que vous dites, là, je vais même pas répondre. Docteur, on souhaite vous interpeller parce que là, ça interpelle ce que vous dites, Yasser Ouati. Oui, je l'écoute, Monsieur Ouati. Allez, je vous écoute, Monsieur Ouati. Non, mais peut-être que c'est vous qui devez vous intégrer, veut dire ceux qui sont nés ici depuis plusieurs générations. Non, ça, je suis d'accord avec vous. Non, mais laissez-moi finir. Donc, vous parlez d'intégration. Déjà, quand on pose la question... On parle pas comme ça. Ouais. C'est des Français pur sucre, tous ces gens-là. Et à cause de la politique extérieure des socialistes, je vais pas trop me décliner, effectivement, je suis gaulliste, là. À ceux qui m'entendent, parce que quelqu'un a appelé Monsieur Kamal, il a dit, moi je me décline, gaulliste, de social.
Voilà, donc maintenant, après cancer, oui, tout à fait, monsieur Wati. Non mais, ceux qui sont nés là, quelle que soit leur génération, c'est des Français et respect. Docteur. Ne pas mêler l'extérieur à l'intérieur. Oui, mais attendez. Il faut d'abord, lorsque vous parlez, docteur, le minimum, c'est de laisser parler donc celui que vous interpellez, Yasser Louati, qui souhaite vous répondre. Oui. Vous l'avez pas laissé répondre, alors laissez-le répondre. Excusez-moi. Merci. Pour commencer, dire quand on pose la question de l'intégration, c'est déjà un témoignage d'échec. C'est comme si moi je vous disais, soyez gentil. Ça veut dire en fait, implicitement, vous êtes quelqu'un de méchant et je vous demande d'être gentil. On peut pas. Est-ce qu'on demande à des personnes qui sont blanches mais qui ne sont pas françaises de s'intégrer? Donc c'est un discours qui est déjà orienté vers les personnes qui n'ont pas la peau blanche, qui ne sont pas issues d'une tradition, on va dire, chrétienne. Maintenant, si vous voulez parler d'intégration, je vous renvoie vers l'étude de l'INED de 2016, l'Institut national pour les études démographiques, qui dit que l'intégration est une voie à sens unique parce que les nouveaux immigrants justement font tous les efforts pour s'intégrer et que l'on arrive à une troisième génération qui n'a pas encore été acceptée comme française parce que les racismes structurels les empêchent de s'intégrer. Maintenant, poseriez-vous la question d'intégration à une personne, je sais pas, qui vient d'Italie ou d'ailleurs, je sais pas, je ne répondrai pas à votre place. Maintenant, vous me dites gaulliste social, bon, enfin, je veux dire, moi, je les étiquette, je sais pas trop ce que ça veut dire là-dedans, mais je vous invite sincèrement à reconsidérer vos propos parce que vous dites là, c'est quand même extrêmement dangereux parce qu'on demande à des personnes de 3, voire des fois 4 générations de s'intégrer. Non, mais excusez-moi, monsieur. Là, mais ça va très loin ce que vous dites. Ces gens-là, monsieur Wati. Attention. Comme moi, par exemple. Vous voulez que je m'intègre à quoi? Quelqu'un qui est né en France ou plusieurs générations, comme vous dites, c'est un Français plus sucre. Là, il y a pas. Et la laïcité. Par contre, voilà, je vous explique. Moi, je suis né en France. Mais après, chacun, il est libre de ses convictions. C'est autre chose. Écoutez, je suis né en France. Je suis né en France. Vous êtes français, c'est tout. Non. Court. Bon, là, je suis français, mais pas pour tout le monde. On est d'accord sur ça. Entièrement. Entièrement. Vous êtes français, je me considère des devoirs et des droits. Voilà. Ma culture est française, tout, mais voilà. Même mes connaissances, elles sont pour la plupart françaises, donc, voilà, je suis français. Même sans connaissance, voilà, mais je rejoins les propos de Yasser. Il a explicitement tout dit. Voilà, faut pas nous demander de nous intégrer. Non, mais moi je ne demande pas à vous. Je sais pas de vous, je sais ce que je dis. Je demande aux nouveaux arrivants, voilà, pour être encore plus clair, qui foutent l'anarchie ailleurs. Ils sont appelés à venir en Europe au lieu d'aller dans les pays qui l'ont poussé à faire l'anarchie ailleurs. Je sais de qui je parle. Pas de vous, loin de là. Non, mais vous parlez de qui, docteur? Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Des Syriens qui sont arrivés à la tête de Merkel. Au lieu de là-bas, ils continuent à faire l'anarchie là-bas. Je parle du tout, pas des Nord-Africains, loin de là. Je sais de qui je parle. Je parle des gens. Et en plus, venant de la part d'Assyriens, c'est très étonnant. Mais bon, merci beaucoup en tout cas, docteur. Allez, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, pourquoi on en arrive à entendre de telles choses, Yasser Louati et Bad? Parce que, effectivement, sur la politique affaires étrangères, on peut dire que les deux candidats qui sont proposés à la primaire de la droite au deuxième tour la semaine prochaine sont littéralement différents. Vous avez d'un côté Alain Juppé qui est un interventionniste un peu sur la ligne Hillary Clinton, et puis de l'autre François Fillon qui lui pour aller discuter avec Poutine, il est de ceux à dire que Bachar el-Assad, si on le vire, c'est pour mettre des fondamentalistes à la place, donc faut peut-être discuter quand même avec celui qui est élu président de la Syrie. Il est effectivement contre tout ce qui est politique du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, parce que il dénonce un petit peu ce fait de négocier avec eux, puis en même temps d'essayer de temps en temps leur donner la leçon. Donc il a dit on remet les conditions sur nos relations avec ces pays du Golfe. Voilà ce qui différencie un petit peu ces deux personnages, pourquoi certains ont été tentés peut-être par le vote Fillon sur l'aspect politique étrangère. On est d'accord. Sur la politique intérieure, là c'est tout l'inverse. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui s'appelle François Fillon qui propose lui une politique dure, répressive, stigmatisante, alors que Juppé est un peu plus conciliante avec son fameuse identité heureuse. Mais c'est vrai que Alain Juppé propose quand même quelque chose de beaucoup plus flexible et, comme le disaient certains, beaucoup plus réalisable. Voilà un peu ce qui différencie les deux. Là, tu m'as séduit au départ avec Fillon, mais arrêtez que tu m'as parlé de sa politique intérieure, là, non. Ouais.
Est-ce qu'on peut comprendre, Yasser, sur le fait que les deux personnages en fait soient totalement différents sur des volets qui sont importants? Alors de quelques-uns qui vont préférer, j'allais dire, le volet national parce que c'est le pays dans lequel on vit, donc c'est important, et aussi l'aspect international. D'autres vont le mettre en avant pour ça a forcément différentes des répercussions. raisons. Les deux ont déjà été Premier ministre. Oui, ça c'est vrai. Ouais. D'accord. Donc c'est des gens qui ont déjà eu leur chance. D'accord. C'est des gens qui ont déjà été exposés au Premier ministre et ministre. Hein. Voilà, Premier ministre et ministre. Non, nos collaborateurs. Collaborateur de quoi? De Sarkozy. Ah oui. C'est ainsi qu'il l'avait appelé. Oui. Donc on a quand même Juppé et Fillon, les deux ont été Premier ministre à chacun leur tour. Oui. Juppé lui-même a été ministre sous Sarkozy. Oui. Et Fillon ne s'est pas distingué par le courage. Encore une fois, c'est pour ça que je veux dire, j'insiste, parce que les mots ont leur sens et les mots ont leur poids. Il parle de courage et de vérité. Une personne qui a déjà occupé la fonction de Premier ministre et qui n'a pas été fichue de faire quoi que ce soit de différent, c'est quand même sous Sarkozy qu'on a eu une politique étrangère française qui s'est alignée sur la politique étrangère américaine. Ouais. C'est quand même sous Sarkozy qu'on est redevenu sous l'ombrelle de l'OTAN. C'est quand même sous Sarkozy qu'on a déstabilisé la Libye pour en faire ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Et Fillon vient encore nous dire on va avoir une politique étrangère autonome alors qu'il se dit en même temps pro-russe. On peut pas nous dire on aura une politique étrangère indépendante en s'alignant soit sur les États-Unis, soit sur la Russie. Il y a un moment, faut arrêter. Dans un instant, les avis tranchés. On va en reparler toujours de Fillon au travers de l'avis tranché d'Yasser et de la police, puisque dans quelques minutes, nous recevons Amal Bentoussi du collectif Urgence, la police assassine. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur France Magazine 2 pour votre grand forum, premier numéro de cette semaine de lundi 21 novembre. Au lendemain de ce premier tour de cette primaire, il y a des mines décomposées depuis hier soir. On a pu les voir en tout cas à la télé. Et la surprise est venue surtout par l'élimination donc de Nicolas Sarkozy dès le premier tour. Lui qui avait promis pourtant en 2012 de quitter la vie politique, eh bien il a pas résisté, est revenu, a fait une campagne comme d'habitude du sarkozysme. Et alors beaucoup, ce qui m'a amusé moi sur les réseaux sociaux, c'est que hier soir on a ressorti sa fameuse phrase qu'il avait prononcée sur la dalle d'Argenteuil en 2005. Vous voulez en débarrasser de cette racaille, on va vous en débarrasser. Eh bien aujourd'hui j'ai vu quelques tweets genre Nicolas Sarkozy a été nettoyé au Karcher #racaille. Voilà, ça c'était donc parmi ce qu'on pouvait voir, mais il y a eu pas mal de petits trucs d'ailleurs sympas. Si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer des petits trucs avec le hashtag LGF. Et bien sachez qu'hier on s'est bien rigolé, on a bien rigolé avec plein de photos marrantes tout au long de la journée, et le hashtag primaire de droite était en tété toute la journée et ça a beaucoup commenté. Alors on va y aller avec les avis tranchés. Je vous rappelle que dans quelques minutes nous devrions, j'espère qu'elle va arriver à l'heure, recevoir Amal Bentoussi du collectif Urgence, la police assassine. Amal Bentoussi qui sait de quoi elle parle puisque son frère a été victime de violences policières. Nous y reviendrons évidemment dans quelques minutes, et justement de policiers et de violences policières peut-être nous allons parler au travers de l'avis tranché de Badr Belamine. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, on va parler des policiers, mon cher Padre, dans ton avis tranché. Ouais. Nous t'écoutons. Ouais, tu m'as inspiré, Christophe. Excusez-moi de dire je prends un peu le thème cité. Bon, il y a de quoi avoir la haine, Christophe, qu'est-ce qui va pas, les mecs, Vous avez été victime de raquettes, à la récréation, vous étiez les plus faibles. Ceux qui finissaient toujours coincés dans une barrière quand on faisait la course pour rentrer en classe. Qu'est-ce qu'on vous a fait pour subir autant vos frustrations? C'est simple, les mecs. 3/4 de Français vous détestent. Ça ne date pas d'hier. Vos dérapages non plus. La liste de violences et bavures, elle est grande comme le Nil. Bien plus grande que vos matraques que vous agitez jusqu'à Trappes. Vous êtes la main armée du pouvoir pour annihiler toute velléité. Vous avez été formés dans les préjugés. Loin dans vos campagnes, vous avez bâti la haine de l'immigré grâce au journal télévisé. Et puis un jour, on vous a lâché sur un trottoir ou dans une cité, armé jusqu'à la carotide. Vous avez été déchaînés, défoulés, flashball, grenades anti-émeute, bombes lacrymogènes, tonfa à la main. Vous avez mutilé, torturé, lynché, étouffé. Bafouant tous les principes d'humanité. À 10 contre un mec, ça c'est votre spécialité. Et vous avez encore le culot de manifester. Non mais la blague, c'est comme si un bourreau allemand s'était plaint du confort au tribunal de Nuremberg. Les chaises sont trop dures, votre honneur.
Eh les mecs, vous avez brisé des vies, des familles, Zied et Bouna et encore plus récemment Adama. Ça ne vous dit rien? Alors bien évidemment, tous les chickens ne sont pas des raclures. Il y en a même qui sont tendres comme des tenders. Mais ça, c'est une minorité, car la plupart des autres cherchent à s'affirmer. C'est l'histoire d'un homme, de la République, qui tombe sur un jeune au pied d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa lutte, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. J'attends les copains. Jusqu'ici, tout va bien. L'important n'est pas le but, mais le tabassage. Badr Belamine. Yasser? Et donc, t'es un dangereux anarchiste, toi. Ah, mais il faut prendre ça au second degré. J'ai des amis flics. Il n'y a pas de second degré en France aujourd'hui, c'est tout au premier degré. On va sortir et on va je vais peut-être être interpellé à la sortie du studio. Fais gaffe. Ouais, peut-être. Mais j'ai pas peur. Je précise quand même, parce que c'est utile de le rappeler, que nous parlons de violences policières, mais en aucun cas nous généralisons à tout à l'ensemble des forces de l'ordre. À l'ensemble des forces de l'ordre qui font en grande majorité, en tout cas, leur métier comme il se doit. On se doit d'avoir des policiers pour assurer notre sécurité. Exactement. Bien sûr, ce que nous dénonçons, ce que beaucoup de gens dénoncent, ce sont les violences et le fait d'user de pouvoir de la part de certains fonctionnaires de police qui c'est vrai, je crois Yasser, tu nous en avais aussi parlé, toi tu as été en immersion un peu dans les commissariats, etc. Tu nous racontais aussi immersion, un petit peu mais en fait on a interrogé ce qui explique différents policiers. Il y a un documentaire qui va sortir bientôt justement sur les violences policières, et on a donné la parole aux syndicats de police aussi bien qu'aux militants qu'aux familles des victimes, donc c'est vraiment un regard assez large et inclusif. Moi je peux intervenir là-dessus. Donc je viens d'une cité, j'ai grandi, j'ai côtoyé plein de cités, Nanterre, j'ai été un peu partout, et les violences policières c'est un fait quotidien. Après, quand t'es un jeune de cité, pourquoi tu vas aller porter plainte? Tu te fais tabasser, tu te fais frapper, et puis à la fin tu fais grandir la haine de la police. Inversement, et on récolte ce qu'on a semé, parce qu'on peut pas nous dire à nous d'aimer la police parce qu'elle est là pour nous servir ou nous défendre. Mais j'ai trop constaté. Et j'ai subi des violences policières plus jeunes en étant plus jeune. Alors c'est bien beau de dire ouais, mais ils sont pas tous comme ça. Il y a une très très grande proportion, même trop grande, de policiers qui pensent comme ça, qui ont ils sont paramétrés à ne pas aimer les étrangers, même bien qu'ils vont pas le formuler, ils vont pas le dire. On en a parlé tout à l'heure, le tutoiement, on n'est pas traité généralement comme des personnes lambda, ou le français comme on dit souvent le français de souche. On se fait souvent contrôler. Et tu prends l'exemple aux États-Unis, il y a pas vraiment ce problème-là. J'avais voyagé et j'ai vu que les policiers ils pouvaient aller dans ça dépend avec qui, les noirs te diront pas la même chose. Non mais laisse-moi t'expliquer, parce que ça c'est le relais des médias, c'est ce qu'on nous fait croire. Mais quand tu vas aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai pu constater pour avoir été là-bas aux États-Unis plusieurs fois, c'est que les policiers ils se baladent seuls dans leur véhicule, ils peuvent marcher dans une rue, dans le Queens, un peu partout dans le Bronx, sans se faire insulter, sans avoir essayer de faire ça, un policier qui marche tout seul, je sais pas moi, dans une grande cité de France, il va pas faire long feu. Donc parce qu'il n'y a pas ce respect dû aux forces de l'ordre en France. Mais ça, cette haine-là, c'est pas les jeunes qui la cultivent, c'est ce que la police renvoie la plupart du temps. Et c'est un constat. Je viens de la cité, je peux en parler mieux que tout le monde. Et les policiers, j'ai des amis policiers entre guillemets. Mais c'est une réalité, et tu l'as vu, à chaque fois quand il y a des bavures policières ou autres, on attend que justice elle soit faite, elle soit prononcée, et puis à chaque fois on est dégoûté. Nous, on va dire les jeunes de cité ou les minorités, les communautés, je sais pas comment exprimer mon fait, mais pour dire que c'est faux de dire que oui, ils sont pas tous comme ça. Mais si tu prends sur 100 policiers 90 personnes qui font mal leur travail et 2 autres qui font bien leur travail, je suis désolé, c'est la majorité qui l'emporte. Voilà. Après, il faut minimiser, il faut surtout relativiser les choses, parce que effectivement, on peut comprendre. Et c'est vrai qu'alors beaucoup de gens vont pas comprendre ce que tu dis, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais subi cette violence verbale policière. Même physique. Oui, physique, mais verbale aussi. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai aussi habité une cité. Effectivement, vous avez ces jeunes qui sont souvent en bas des tours et qui se réunissent et qui sont contrôlés plusieurs fois par jour. Pour aucune raison, puis dès qu'il y en a un qui se rebelle, il est tout de suite embarqué pour quelques heures au commissariat. Ce sont des choses qui existent, bien sûr. Qui existent trop souvent, mais on le dit pas. Lorsque les policiers se déplacent dans des cités, Yasser,
attends. C'est pour casser en France. Non, c'est pour. Ils interviennent ils interviennent en masse parce qu'ils ne peuvent pas. Pour leur sécurité intervenir. Non. Voilà. Si ça se passe bien, si le contrôle il est correct, j'ai assisté plusieurs fois des contrôles qui étaient corrects, mais il y a des policiers qui viennent frapper, ils viennent pour se défouler, mais c'est une vérité. Ils lâchent des chiens. On a déjà vu des chiens, par exemple à l'époque des pitbulls. J'ai déjà vu un chien se faire exécuter en pleine à Colombes, ça s'était passé. Ma femme était enceinte à l'époque. Le gars il a approché avec son chien, il faisait le kéké, il lâchait son chien qui sautait sur les gens. Il y a un manque de respect par rapport à nos communautés. On ferait pas ça par exemple dans, je sais pas moi, dans le 5e arrondissement. Et ça, c'est une vérité, Christophe. Là, je prends, on va dire, le monopole du débat, parce que c'est un truc que j'ai vécu et ça ressort un peu. J'ai été victime d'humiliation de la part de policiers. Quand vous avez 15 ou 20 CRS qui vous bloquent dans un Porsche et qui vous demandent de vous mettre tout nu dans un Porsche, qui vous met pieds nus, c'est pas des humiliations, ça? C'est de quel droit on fait ça? Et je vous parle pas quand ils vous ramènent dans un coin en garde à vue, ou quand ils veulent vous frapper en attendant il y a plein de trucs comme ça, il y en a plein qui ont subi. Il y a même des gens, peut-être, qui m'écoutent, ils vont pas aller porter plainte. Pourquoi aller porter plainte si on est débouté? C'est comme ça. Yasser, ça s'explique. D'ailleurs, tu as tenté de l'expliquer l'autre fois, parce que toi, tu as eu donc cette possibilité d'aller dans les commissariats. Il y a aussi ce manque cruel, j'allais dire, pour que les policiers puissent bien faire leur travail. C'est terrible aujourd'hui de constater, et d'ailleurs je me rappelle qu'on avait échangé avec un policier, Yasser, sur cette même antenne, et le manque notamment d'outils pour faire face, pour assurer la sécurité, le manque d'hygiène dans les commissariats. Il y a aussi des conditions qui peuvent, et puis aussi c'est très important. Et ça aussi, ça explique peut-être une certaine nervosité de la part des policiers. C'est les services qui peuvent durer très longtemps. Ils interviennent dans plein d'endroits à la fois, et en même temps, et donc ils n'arrivent plus au bout d'un moment à contrôler leur nervosité parce qu'ils n'ont pas assez de temps de repos, etc. Ce sont là des choses qui existent aussi. Ouais, je veux dire, les chiffres sont éloquents. Je ne sais plus combien de milliers de jours de RTT n'ont toujours pas été accordés, que la police même est tiraillée. Elle travaille au-delà de ses moyens, mais au lieu d'accorder des moyens humains pour avoir une autre police, on est en train de la militariser, exact, tout en faisant la promotion de la politique du chiffre. Donc en fait, on n'est pas on n'est pas en train de mettre en place ou de nourrir une police qui est là pour sauver la veuve et l'orphelin. On est là pour promouvoir une police d'occupation et de répression. Donc il faut pas oublier le fait que l'institution policière détruit aussi bien les personnes de terrain que les personnes qui subissent les violences de ces policiers. Donc on est vraiment perdant à deux niveaux, et absolument rien n'est fait pour qu'on ait une autre police qui soit justement au service de la communauté au lieu d'être au service de l'État. Et le rôle que joue la police, c'est bien le rôle de répression pour asseoir la domination de l'oligarchie. C'est une police qui promeut la domination d'un groupe sur un autre, et quand on regarde les conditions de travail des policiers, leur rémunération, leur temps de travail, le taux de suicide dans la police, le taux de divorce dans les familles de policiers, on voit bien que l'institution en elle-même se contrefiche de ce que deviennent sa chair à canon, qui sont les agents de terrain, mais qui en même temps fait la promotion d'une idée selon laquelle la police, en fait, elle est mise en danger par les habitants des quartiers. Non, la police et les policiers sont mis en danger par sa propre hiérarchie. Exactement. C'est ça qu'il faut dénoncer. Exactement. C'est eux qui se mettent. Je t'en ai parlé tout à l'heure hors antenne, Christophe. J'ai assisté à ça. Entendez bien l'oreille. Dans la cité, la cité n'existe plus. C'est la cité des Cannibaux à Nanterre. Alors il y avait les CRS, comme c'était une cité réputée, qui urinaient dans des bouteilles en plastique et qui passaient dans la contre-allée, alors que c'est des jeunes qui sont là, même si c'est des galériens, peu importe. Ils étaient condamnés sans avoir eu à s'exprimer. Donc ces CRS arrivaient là, ils venaient de compagnie, je sais pas, ils venaient de Lorraine ou je sais pas d'où, donc ils se disaient tiens, c'est les cannibaux ici. Ils pissaient directement dans leurs bouteilles et ils aspergeaient les jeunes en passant dans leur camion. Ça s'appelle la compagnie républicaine de sécurité, et ça je l'ai vu de mes yeux, et ça c'est la France. Donc vous imaginez un grand dadais comme ça qui est armé et qui pisse dans une bouteille pour asperger des gens parce que genre c'est des Arabes, c'est des voilà, c'est à force de subir ces injustices là, le jeune en général
c'est pas qu'il nourrit une haine de, comment dirais-je, de la police, mais c'est plus une méfiance. Voilà, c'est juste une méfiance. Alors on va en parler avec Amal Bentounsi. D'ailleurs, Bat, si tu peux aller lui ouvrir, elle est arrivée. Donc pour parler de cette violence policière, puisqu'elle fait partie du collectif Urgence, la police assassine, et elle pourra aussi nous en parler de cette violence policière, puisque cette affaire qui a quelques années maintenant, mais de son frère, donc qui a été victime de violences policières. On a créé donc ce collectif qui s'appelle Urgence, la police assassine. On va en parler donc dans un instant avec Amal Bentounsi. On va aussi Yasser, passer à ton avis tranché. Dans combien de temps? Eh ben écoute, on va y aller là. Pourquoi t'es pas prêt? Quasiment. Ah, quasiment. Quasiment. Bon, eh bien écoutez, n'hésitez pas en tout cas à nous appeler si vous le souhaitez, bien sûr, pour aussi interroger Amal Bentounsi qui sera avec nous dans quelques instants. Le numéro de téléphone, je vous le redonne, 01 40 33 9000. 01 40 33 9000 pour intervenir si vous êtes d'accord ou pas avec ce que vous avez entendu, ou n'hésitez pas à nous le faire savoir aussi. Chacun a son avis et c'est avec son vécu aussi que l'on parle, et parfois c'est vrai qu'il y a des choses, des réalités qui sont dures à entendre, mais qui se sont bel et bien passées. Encore une fois, je précise que on n'est pas là pour faire le procès de la police, mais là pour faire le procès et de raconter de certains fonctionnaires de police qui se comportent mal, il faut le dire, pour les avoir vus. Je pense qu'autour de cette table, on a tous vu ou tous eu à voir un comportement qui ne se veut pas être un comportement de policier. Donc on est là évidemment pour en parler avec vous. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2. On salue Amal Bentounsi qui est avec nous. Comment ça va, Amal? Bonsoir, très bien. Bonsoir, bienvenue. Justement, on a un petit peu commencé à parler de ce sujet avec l'avis tranché de notre ami Badr Melamine à côté de toi. Oui, apparemment je l'ai loupé. Qui a fait donc un avis tranché, mais très tranché sur la violence policière. Voilà, on va en parler avec toi dans un instant, Amal, donc installe-toi tranquille. On va juste en attendant écouter l'avis tranché de Monsieur Loiti, s'il est prêt. Il est prêt. Il est prêt, donc avec lui nous allons parler de ce qui s'est passé hier soir, de celui qui est arrivé en tête de cette primaire de la droite, François Fillon, Yasser Loiti. Quelques secondes. On y va, dans quelques secondes, oui, le temps que tout se mette en marche. Bah oui, c'est tout un art, tous ces préparatifs de cet avis tranché, bien sûr. Sur France Maghreb 2, Yasser Loiti, donc, pour nous livrer son avis tranché pour ce lundi 21 novembre. On va parler de Fillon, j'ai l'impression. Hop, dans un instant. Et je rappelle aux auditeurs qui pourront évidemment nous appeler pour parler avec Amal Bentounsi dans un instant sur France Maghreb 2. C'est bon, Yasser? Alors, je te demande est-ce qu'on peut commencer ou pas? Alors, on y va, c'est parti, on t'écoute. Alors, mais de quoi François Fillon est-il le nom? Il n'y a aucune bonne nouvelle dans cette victoire, bien qu'elle ait conduit à nous débarrasser d'un certain Nicolas Sarkozy et sa double ration de frites, ou de Jean-François Copé et ses pains au chocolat, snatchés par ces musulmans fondamentalistes. Ce score est le signal que la France, financièrement aisée, réactionnaire et raciste, s'est mobilisée plus que les autres, et qu'il est hors de question pour elle que les minorités aient voix au chapitre. Que Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire aient appelé à voter Fillon montre qu'il y a bien convergence des luttes chez les islamophobes, et que le mythe de la cohésion nationale est bien sur les rotules, tant il a été sapé par les concepts de la France de Vichy, identité nationale, déchéance de nationalité, français de papier, ennemi de l'intérieur, etc., etc. Mais de quoi François Fillon est-il le nom, et pourquoi son score pose problème? Alors, Fillon s'est posé comme le candidat de, je cite, la vérité et du courage. Courage, mon œil, vu qu'il a été le seul et unique Premier ministre de Nicolas Sarkozy, et qu'il est donc co-responsable de son bilan, et qu'il s'est distingué en plus par son manque de courage ou de dignité pendant son mandat. Vous vous souvenez tous de Monsieur le collaborateur. En 2007 déjà, par exemple, il déclarait être à la tête d'un État en situation de faillite avant de se faire tirer les bretelles ou remonter les bretelles par l'hyper-président sans broncher. Qu'a-t-il fait pendant son mandat? Absolument rien, si ce n'est que de faire durer le statu quo, et qui nous propose aujourd'hui la même pérennisation de l'agenda néolibéral réactionnaire. Comment? Tout comme François Hollande, une nouvelle cure d'austérité, cette fois-ci de 110 milliards d'euros ponctionnés en partie sur la sécurité sociale, et ce qu'il appelle la dérive, je cite, des dépenses de santé.
oubliant que 36% des Français renoncent déjà à se soigner faute de moyens financiers. Cette austérité et l'absence d'investissement public qu'on nous impose depuis maintenant plusieurs années ont pourtant déjà été critiquées en 2012 par les dirigeants même de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OCDE et même du Fonds monétaire international, pour qui le libéralisme économique est un échec car, je cite, il a abouti à une augmentation des inégalités et retarde la croissance. Et, toujours selon le FMI, les décideurs politiques devraient être plus ouverts à l'idée de redistribution. Maudit communiste du FMI qui croit encore que la redistribution de la richesse collective au lieu de son accumulation aux mains de l'oligarchie est une bonne idée. Autre proposition de celui qui ne cache pas sa haine envers les citoyens de confession musulmane, qui déclare que la seule religion qui refuse de s'adapter, c'est l'islam, que le seul communautarisme qui existe, c'est celui des musulmans. 2 petits points. Simplifier les licenciements pour raisons économiques, mais pas un mot sur le licenciement boursier. Plafonner les allocations chômage, mais pas les parachutes dorés et primes indues à des patrons incompétents. Exigence des contreparties de la part de bénéficiaires d'aide sociale, sans rien exiger des bénéficiaires de subventions, de réductions fiscales, d'injections de capital de la part de l'État, ou mieux encore, de ceux qui ont récemment bénéficié du CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui a renfloué les caisses des entreprises sans inverser la courbe du chômage. Et bien sûr, pas un mot sur la taxation des transactions boursières. Fillon se dit aussi favorable à, je cite, l'égalité homme-femme, tout en étant favorable à une loi pour réglementer la tenue vestimentaire des femmes à travers l'interdiction du burkini, sans s'indigner qu'en 2016, en France, on soit obligé de saisir le Conseil d'État pour garantir ce droit fondamental. Côté logement, aucun plan de construction de logements sociaux dans un pays où 3,5 millions de personnes sont mal logées, mais il propose une réduction des délais d'expulsion pour les propriétaires. Pour réformer les institutions, Fillon propose de mettre en place un stage en entreprise pour les politiques. J'ai du mal à rester sérieux, tellement vraiment c'est risible. Mais surtout pas la fin des avantages tels que les cumuls des retraites pour les élus ou encore les indemnités parlementaires qui bien souvent permettent à des députés de devenir propriétaires de leur permanence ou, et je ne plaisante pas, d'une résidence secondaire. Mais à la décharge de François Fillon, qui plaide pour une suppression de l'USF, son programme s'adresse à la France aisée et réactionnaire, qui se mobilise et vote, pendant que la France des dominés se complaît dans son état d'atomisation et son refus de reprendre son destin en main. Le communautarisme a de beaux jours devant lui, à condition qu'il soit porté par un homme tel que François Fillon, qui ne dit pas un mot sur la discrimination qui nous coûte par exemple la bagatelle de 15 milliards d'euros par an, mais qui propose en retour de modifier la Constitution pour y inclure des critères d'assimilation sans jamais avoir défini de quoi il parle. Cette primaire, donc, est la caricature d'un débat, car aucune remise en cause de l'austérité, de la précarité, du matraquage fiscal, de la concentration des richesses et de pouvoir dans les mains d'une petite élite, aucune remise en cause de l'état policier, de la surveillance généralisée n'ont été proposées, mais la prolongation du statu quo. Mais au fait, qui de ces candidats propose des contre-pouvoirs ou, soyons fous, soyons ambitieux, mieux encore, de rendre des comptes à leurs électeurs s'ils n'appliquent pas son programme? La faute n'est pas en François Fillon, qui dans une démocratie a le droit de promouvoir des idées aussi nauséabondes que la domination et l'exclusion. La faute revient à ceux qui laissent faire et attendent l'homme ou la femme providentielle. Yasser Louati pour son avis tranché, donc aujourd'hui, au lendemain de ce premier tour de la primaire de la droite. Dans un instant, juste après la pub, on accueille donc Amal Bentounsi qui est avec nous du collectif Urgence, la police assassine. On en reparle de cette violence policière, on continue d'en parler avec elle dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et nous accueillons ce soir notre invité. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Elle est avec nous aujourd'hui et je suis ravi de la recevoir. Amal Bentounsi, bonsoir. Merci pour votre accueil. Alors, votre affaire remonte à il y a 4 ans maintenant. En 2012, votre frère a été, on peut le dire, assassiné par la police française. Oui, tout à fait. À la suite de ce drame, donc mon frère a reçu une balle dans le dos. Il a perdu la vie donc le 21 avril 2012. Au départ, quand on avait vu l'affaire dans les médias, on nous a parlé de fusillade, donc comme n'importe quelle personne qui regardait la télé à ce moment-là, je me suis dit bon bah Amine il a joué, il a perdu, voilà, c'est triste à dire mais c'est comme ça.
Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a poussé à aller chercher la vérité. Et du coup, je me suis mobilisée sur Noisy-le-Sec pendant presque 3 mois. Oui, lieu du drame, on rappelle. Voilà, lieu du drame. On s'est constitué tout de suite partie civile pour demander une autopsie du corps. Et en fait, cette autopsie révélera que Amine s'était reçu une balle dans le dos. Et non de face. Donc forcément là il y avait un problème avec les propos, avec la version policière. Et du coup il y a un chef d'inculpation. Ce policier a été mis en examen pour homicide volontaire dans un premier temps. Voilà, donc on a mené des mobilisations pendant plus de 3 mois jusqu'au 2 juin 2012 exactement. On a fait des appels à témoins sur place. On a demandé aux gens de venir s'ils avaient vu des choses et du coup ça a plutôt bien fonctionné. Effectivement, de 1 témoin, on est passé à 6 témoins. Et 6 témoins qui disent exactement la même chose, que Amine était de dos, qu'il courait, à aucun moment il a porté atteinte à la vie de ce policier. Aujourd'hui, ce policier continue à maintenir sa version policière, continue à dire que mon frère était de face et comme par enchantement la balle il l'a reçu de dos. Donc ça c'est encore à la justice de faire son travail, puisque on vient d'apprendre puisqu'il y avait eu un premier procès en assises. Il faut rappeler que c'est quand même assez rare. C'est peut-être la 2e fois en France qu'un policier est traduit devant une cour d'assises. Et que au premier procès, il avait été acquitté. Je vais juste vous expliquer. Alors, malgré les témoignages à charge contre ce policier, malgré les charges accablantes contre ce policier, malgré tout, il a été acquitté. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la cour d'assises, Jean-Marc Heller, c'est le même président. Donc, le président, c'est le même magistrat qui avait prononcé un non-lieu dans l'affaire d'Aliziri. Donc, je sais pas, peut-être que vous vous en souvenez. Ouais, bien sûr.Aliziri, c'est ce retraité de 69 ans qui avait perdu la vie à la suite d'une clé d'étranglement. Donc, comme a fait exprès, c'est ce même magistrat qui était là et qui présidait la cour d'assises. Donc il faut rappeler que la cour d'assises, il y a un président, et il y a des jurés, et ce président, il est là pour influencer les jurés. Donc voilà ce qui s'est passé. Et par chance, il faudra noter aussi le courage de ce procureur qui a demandé l'appel, puisque ce procureur a voulu condamner ce policier, puisqu'il a même utilisé le terme de permis de tuer. Donc ça veut dire que le travail de sensibilisation qu'on a fait avec le collectif depuis 4 ans maintenant a plutôt bien fonctionné, et qu'à un moment donné des hauts magistrats se sont remis en question et ont cherché la vérité, et n'ont pas cherché à épargner des policiers parce qu'ils étaient policiers. Aujourd'hui, est-ce que vous avez la version de ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Alors la version, on sait ce qui s'est passé. Que faisait votre frère? Alors, pourquoi est-il tué? A-t-il été tué? Alors à ce moment-là, il courait, il était de dos, il s'est soustrait à un contrôle d'identité. Police, ouais. Puisque Amine était en permission, il n'avait pas regagné la maison d'arrêt de Châteaudun. D'accord. Mais ça ne justifie pas la mort d'un homme, quels que soient les faits qu'il aurait pu commettre à ce moment-là. En tous les cas, à ce moment-là, il courait. Et il était de dos. Voilà, donc ça c'est les faits. Non armé. Alors, ils disent qu'il était armé. Après, reste à prouver, encore une fois, puisque apparemment ils ont retrouvé une arme à côté du corps de mon frère. Sur cette arme, il n'y a aucune empreinte qui correspond à celle de mon frère. Donc voilà. Ça veut dire que c'est une arme qui aurait peut-être été rajoutée par la suite. Alors on ne sait pas, la justice nous le dira. Il y a un prochain procès qui aura lieu du 6 au 10 mars 2017. Ouais. Donc j'invite tous les gens qui se sentent concernés, puisque aujourd'hui mon frère c'est un parmi tant d'autres. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les chiffres sont assez conséquents quand même. C'est les chiffres de 15 morts par an. C'est une moyenne de 1 à 2 morts par mois tués entre les mains de la police. Ce qu'il faut rappeler aussi,
c'est que pour la plupart de ces victimes, elles sont toutes racisées. Et aujourd'hui, c'est un constat, c'est des chiffres officiels de la part de l'Action chrétienne qui lutte pour l'abolition de la torture, qui a produit ces chiffres en 2015. Donc là, il y a un réel problème en ce qui concerne les crimes policiers en France, et il y a un réel déni de ces faits. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être des victimes, mais qui n'existent pas. Donc du coup, quand on demande justice et quand on dénonce publiquement, comme ce qu'on fait avec le collectif, on nous taxe d'être anti-police. Nous, simplement, ce que nous demandons, c'est la vérité et la justice. Juste un rappel, par exemple, pour les autres familles, le cas de Wissem Al-Yemni, qui a été tué, tabassé à mort par 26 policiers, ça fait 5 ans déjà. Voilà. Le 7 janvier aura lieu la commémoration de ces 5 ans, donc je vous invite vraiment tous, si vous êtes de Clermont-Ferrand, à y participer. Le 3 décembre, il y aura la commémoration de Babacar Gaye, qui a été tué chez lui, donc par des policiers, toujours aucune instruction. Pour Wissam El-Yamni, c'est pareil, il y a une instruction, mais toujours pas de policiers qui sont mis en cause. Pour Abdoulaye Camara, qui s'est reçu 10 balles dans le corps, alors que cet homme avait besoin de soins et qu'il avait besoin d'assistance plutôt que qu'on lui tire 10 balles dans le corps. Je pense aussi à Amadou Koumé. Amadou Koumé, c'est l'histoire d'un homme qui monte à Paris pour aller chercher du travail, et sa femme pendant 10 jours, à peu près 10 jours, elle n'a pas de nouvelles, et elle apprend par des journalistes que son mari est mort, et donc elle l'apprendra comme ça. Donc personne ne lui a donné l'information que son mari était mort, et du coup voilà, systématiquement le processus il est le même. Toujours. C'est meurtre, stigmatisation criminalisation de la victime à titre posthume. Exact. Après, c'est des preuves qui disparaissent, c'est des pièces à conviction qui disparaissent, et après on a envie de faire passer les familles pour des fous. Excuse-moi de te couper, Amal, oui. Ça revient parce que tu t'as raté la vie tranchée, et c'est ce que j'ai essayé de développer avec Christophe, c'est nous faire passer pour des criminels, pour des malfrats, et on est le plus souvent victime d'injustice que la police ne l'est de notre part. Parce que nous, on n'a pas d'autorité, on n'a pas d'armes, donc on est sujet à leur comment dirais-je, leur frustration. S'ils ont envie de se défouler dans un Porsche sur nous, ils peuvent le faire parce qu'ils seront pas punis. Et voilà, il y a des connivences entre la police et la justice, parce que c'est le bras armé, la police c'est le bras armé de l'État et du pouvoir. Donc on peut pas contester ça. Mais derrière, comme tu le disais, c'est ce qui est terrible, c'est d'avoir été victime de la police. Après peut-être d'en mourir comme ton frère, hélas, et ensuite d'être sali, d'être traité comme voilà, on n'a pas de respect pour le deuil et la perte de la victime. Donc moi ou d'autres auraient pu subir le même sort que ton frère, on l'a pas eu, mais c'est ça le plus rageant et le plus voilà, j'arrive pas à exprimer les mots, mais tu dois le faire mieux que moi, mais c'est vraiment ça. Donc Christophe, quand je te disais que ce que je ressens, ce que d'autres ressentent, et pas mal de gens dans les banlieues, c'est cette sensation qu'il y aura jamais justice en fait. Amal, est-ce qu'il y a eu des pressions depuis que vous avez finalement cherché à connaître la vérité sur la mort de votre frère? Est-ce qu'il y a eu des pressions qui vous sont parvenues? Oui, je voudrais parler, parce que c'est vrai que la mort de mon frère, ça a été quelque chose de très traumatisant pour moi en tant que sœur. Rien que d'en parler, ça remet des souvenirs en surface, peut-être. Tout à fait. Et ce qui est important de dire, c'est qu'à un moment donné, on peut basculer. C'est-à-dire que quand vous perdez un proche dans ces circonstances aussi dramatiques, et que vous savez qu'à un moment donné, peut-être que votre frère n'obtiendra pas justice, ouais, et que votre frère, sa vie ne valait rien en fait, tout simplement. C'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Du coup, moi, je me suis battue pour ça. Je me suis battue pour qu'il y ait quand même une reconnaissance que Amine, c'était pas un chien, parce que même quand on maltraite un chien, il y a un procès. Des gens sont condamnés à 6 mois de prison ferme pour avoir torturé un chat. Donc, pourquoi on le fait pas quand c'est un homme, et notamment un jeune homme issu de l'immigration post-coloniale? Et ça, c'est important de le dire. Donc, il faut croire qu'il y a des vies qui comptent, et il y en a d'autres qui comptent pas. Donc, moi, en 2013, j'ai été attaquée par Valls. Il a porté plainte directement contre moi et contre le collectif.
pour diffamation envers une autorité publique, tout simplement parce que ce qui me restait en fait, j'avais deux solutions. C'est soit je me transformais en monstre, puisque quand je dis l'impunité crée des monstres, c'est ça, c'est parce que pendant 2 ans, dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui me sont passées, et très sincèrement, je le souhaite à personne. Et donc du coup, j'avais 2 solutions. C'est soit je menais un combat, ou soit je faisais quelque chose et qui aurait pu porter atteinte à ma vie et que les conséquences soient. On fallait parler de vengeance, quoi. Voilà, très grave. Donc voilà, donc à un moment donné, je me suis dit bon, la deuxième solution, c'est la meilleure. Tu vas mener le combat. Et du coup, j'ai monté un clip, une parodie de recrutement de la police française en disant vous êtes violent, insolent, méprisant, ne respectez pas le code de la déontologie, prêt à tuer sans être en état de légitime défense, islamophobe, engagez-vous dans la police française. Donc voilà, ça, il y a 4 ans, je disais que c'est une forme d'extermination à petit feu. On m'a dit oh là là, les termes sont très très forts. Aujourd'hui, avec l'état d'urgence, on se rend compte que aujourd'hui tout le monde peut être concerné. Le dernier mort en date, c'est un monsieur qui s'appelle Ferreira à Grenoble, qui a été tué à Échirolles. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que ça ne touche plus uniquement les personnes issues de l'immigration post-coloniale qui en souffrent, puisque je pars du principe que les quartiers populaires ont servi de laboratoire à cette violence. Ces policiers se sont entraînés pendant des années dans ces quartiers, et aujourd'hui, on les a laissés faire, et aujourd'hui, ils s'entraînent, ils continuent leur travail, ils continuent ça sur les militants, les gens qui vont manifester pour leurs droits, ou n'importe qui ne voudrait pas se soustraire à l'ordre policier. Donc voilà, donc aujourd'hui on en est là, l'état d'urgence permet beaucoup de choses, et les lois liberticides et sécuritaires qui ont été pendues pendant l'état d'urgence sont des lois très dangereuses. Aujourd'hui, ça me fait plutôt peur quand je vois des policiers manifester alors qu'ils n'ont pas le droit, avec leurs armes de service, cagoulés comme des voyous, puisque c'est le cas. On a l'impression que ils sont au-dessus des lois. Ce qu'il faut rappeler aussi quand je parle au-dessus des lois, c'est plusieurs rapports, notamment le rapport de Amnesty International qui date de 2009, qui avait sorti un rapport qui avait condamné la France pour ses actes de barbarie et de torture. Donc ça, c'était un rapport qui s'appelait Au-dessus des lois. L'ONU cette année a condamné aussi la France pour ses violences et son impunité policière. Donc voilà, tout ça, c'est pas des choses qu'on a sorties d'un chapeau, et on s'amuse pas à venir et à dire ça. Ce sont des faits, ce sont une réalité, et aujourd'hui, peut-être que certains de nos auditeurs diront s'ils sont morts, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Exact. La peine de mort, elle a été abolie, il faut le savoir. Aujourd'hui, personne n'a le droit de tuer personne. Personne ne peut atteindre la vie, enlever la vie à quelqu'un. Et aujourd'hui, on est dans un état de droit. Si on est encore dans un état de droit, on doit même pas poser cette question de qu'est-ce qu'il a fait. Je t'interromps. Dis-moi, tu penses que le problème avec la police, il se situe où, de manière psychologique, par rapport à, je sais pas, par rapport je vais dire les mots, par rapport aux Arabes, aux Noirs, tout ça? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il faudrait résoudre? Je crois qu'on vit dans 2 mondes parallèles. Moi, j'ai fait une petite expérience. Je suis tombée des nues quand j'ai rencontré un jeune homme. On était un soir attablés dans un bar à boire un verre avec des amis, et on a été abordé par un groupe de jeunes qui auraient pu, là pour le coup, il était ingénieur. Il nous a posé la question sur l'islamophobie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'islamophobie? Bon, complètement rien à voir. Et à un moment donné, il était tellement sûr de ce qui de ses propos, des propos qu'il tenait, et je lui dis écoute, apparemment t'es au courant de beaucoup de choses, et à chaque fois qu'on te contredit, t'as du mal quand même. C'est quoi? Comment tu sais tout ça? Est-ce que tu as déjà été dans un quartier? Il me dit non, j'ai jamais été dans un quartier. Ok. Je lui dis donc ces préjugés, ils te viennent d'où? Oui, je regarde la télé, je lis Le Figaro. J'espère que t'écouteras mon avis tranché, j'en parle de ça. Donc voilà. Et donc là, je l'ai regardé, je lui dis mais attends, mais comment tu peux avoir des préjugés comme ça sur des gens, sachant que tu n'as jamais vécu, je lui ai posé la question, est-ce que tu as déjà été dans un quartier? Il m'a dit ah oui, mais tu penses que moi, avec ma petite chemise, je pourrais aller dans un quartier? Donc je pense que certains policiers qui viennent du fin fond de la France,
qui viennent de campagne. Voilà, de la campagne, et qui viennent et qui sont balancés dans des quartiers. Ouais, on dirait que t'es en train d'écrire mon avis tranché là. On leur balance, on leur donne, on leur dit, voilà, vous allez arriver dans la jungle. C'est comme ça qu'ils sont présentés. On est présentés comme des indigènes. Ça continue. Et leur politique, moi je trouve qu'elle est vachement répressive en fait. Tout de suite, on met un froid avec le citoyen, l'individu lambda, et on le juge s'il a des requins ou s'il a un survêtement Lacoste ou une casquette. C'est bon, tout de suite, on va pas le vous voyez, on va le tutoyer. Voilà, on va se permettre, voilà, on va être offensant, on va dégradant même parfois. Humiliant, et voilà, l'humiliation. Mais j'invite les jeunes, la jeunesse à se muscler un petit peu, parce que depuis que j'ai pris 20 kilos, j'ai plus les mêmes problèmes avec la police, et je le dis haut et fort. Je me fais plus contrôler, ça fait quelques années. Pourtant, mon frère, qui pèse moins 20 kilos en moins que moi, il est un peu plus frêle, et ben lui, il a souvent des problèmes à scooter, tout ça, étranglement, humiliation, insulte, voilà. Et des fois, on est à deux doigts de déraper. Mais on a encore du bon sens. Alors, il faut rappeler aussi à tous ces jeunes que l'État vient d'être condamné pour contrôle aux faciès abusif. Donc, vous avez la possibilité de gagner 1 500 €. Ah, tiens. si vous êtes contrôlé, puisque aujourd'hui, il y a 13 plaignants. Sur les 13, il y en a 4 qui ont obtenu gain de cause, et du coup l'État a fait appel de cette décision en première instance, et en deuxième instance l'État a été condamné donc pour ces contrôles aux faciès abusifs. Et donc du coup vous avez la possibilité, en tant que jeune issu de l'immigration, si vous sentez que le contrôle n'est pas justifié, vous avez le droit de poser la question aux policiers, de demander les raisons pour lesquelles vous êtes contrôlé. Si vous estimez qu'elles ne sont pas justifiées, avec la présence ou le témoignage de quelqu'un, vous pouvez vous constituer partie civile et porter plainte. Donc pour cela, il faut noter le numéro de matricule, si encore vous arrivez à le trouver. Exactement. Sur ça devait pas, il devait pas apparaître. Ils ont dit. Oui. C'était une promesse d'un certain président de la République. Oui, de Valls, et du coup comment ça s'appelle, le numéro de matricule, il peut être enlevé comme ils veulent. Donc du coup, quand ils veulent pas être identifiés, ils l'enlèvent. Okay. Et il y avait aussi à un moment un système de caméras là que je voyais souvent sur la BAC. Ils avaient des petites caméras, ils commençaient à tester de filmer un contrôle par exemple pour avoir des preuves justement. Oui, voilà. Alors ça c'est suite à l'appel du collectif Stop le contrôle aux faciès, qui avait demandé les contrôles, le récipicé pour le contrôle aux faciès. Donc apparemment ça a été refusé, puisqu'il y a eu une pression de la part des syndicats policiers pour que ces récipicés ne voient jamais le jour. Et en contrepartie, Cazeneuve a proposé les caméras, donc qui coûtent beaucoup plus cher et qui n'auront aucun effet, puisque il faut savoir que les caméras, le bouton enregistrement pourra être actionné quand ils le veulent. Ouais, donc forcément. si à un moment donné ils veulent commettre quoi que ce soit, ils peuvent l'éteindre. Voilà. Amal, Ben Tounsi qui est avec nous, parlez-nous un petit peu aussi de ce collectif avant de laisser la parole aussi à Yasser Louati. De ce collectif donc Urgence. Notre police assassine. Alors ce collectif, c'est un collectif de familles de victimes. En fait, dans la douleur, on s'est tous un petit peu rassemblés. On s'est rendu compte. C'est votre manière à vous de faire votre deuil ? Oui, c'est aussi c'est presque une thérapie aussi de mener ce combat avec d'autres familles, puisque on est tous dans les mêmes histoires et puis dans la même peine. Donc c'est aussi une façon de faire notre deuil, oui, tout simplement, mais c'est aussi une façon de trouver le courage pour continuer à vivre et espérer en tous les cas la vérité, et puis après par la suite la justice. Voilà, c'est pas le cas de toutes les affaires malheureusement. Nous dans notre affaire, on a eu beaucoup de chance parce que vraiment j'ai été sans pitié. J'ai vraiment essayé de tout faire pour que cette affaire ne soit pas oubliée. En tous les cas, ce que j'espère, c'est que pour l'affaire de Wissam El Yamni, de Lamine Dieng, de Amadou Koumé, de Adama, de toutes ces autres familles qui sont en attente de vérité et de justice, que vraiment qu'un jour on obtienne justice, parce que aujourd'hui peut-être qu'on se bat, peut-être qu'on verra pas le fruit de notre bataille, mais que peut-être que nos enfants dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être qu'ils ne se feront plus tuer, et peut-être que des policiers seront condamnés, et là peut-être qu'on aura gagné. En tous les cas, notre collectif
n'a pas de haine de la police, n'a pas la haine de la police. On a la haine de l'impunité policière, on a la haine de l'injustice. Et ça, il faut le rappeler, puisqu'on est très souvent taxé d'être anti-police. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut qu'à un moment cette institution se remette en question et il faut qu'on arrête de leur accorder encore plus de privilèges qu'ils n'ont déjà et qu'ils arrêtent de se comporter comme des enfants gâtés de la République. Voilà, et que ils ne sont pas au-dessus des lois et ça il faut leur rappeler. Je vais vous poser une question un peu brutale, mais est-ce que les autorités françaises depuis ces dernières années ont offert un permis de tuer à la police de la République? Bah là, c'est même plus un permis de tuer, là c'est un permis de mise à mort qu'on demande. Là, ils l'ont déjà, le permis de tuer. Le permis de tuer, ils l'ont déjà. Là, c'est un permis de mise à mort que les syndicats policiers demandent, puisqu'aujourd'hui, ils demandent l'assouplissement des règles de la légitime défense. Il y a des gens, je finis avec ça, j'ai été confronté à la police, j'ai vraiment rencontré des psychopathes. Des vrais psychopathes. Oui, qui n'ont rien à faire dans la police. Ils n'ont rien à faire dans la police. Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire en matière de recrutement dans la police? Est-ce qu'on prend pas finalement un peu n'importe qui? Est-ce qu'il n'y a pas des tests psychologiques? Je sais que par exemple pour un simple emploi à la SNCF, on passe par un entretien psychologique qui est assez dur. Oui, mais c'est pas le cas à la police? Si, il y a des tests comme ça psychologiques, mais ces gens-là, ils ont un dédoublement de la personnalité. Ils vont tout faire pour obtenir le test. Et une fois sur le terrain, ils vont se dire, ça y est, je suis un cow-boy. Ouais, mais il y a des experts quand même qui sont là pour détecter justement ce type de comportement. Après, laisse passer. Yasser Louati, une question peut-être pour Amal. Non, je connais Amal, donc on a déjà eu l'occasion d'échanger déjà au début de l'état d'urgence dans les réunions du collectif. Et ils se sont lâchés là pour le coup. L'état d'urgence, ça a été aussi un permis d'intervenir chez n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition. Et qu'on a justement, l'État refuse toujours de rendre des comptes sur les dérives de l'état d'urgence. J'avais fait une petite vidéo, en fait, j'avais prononcé un discours le 11 décembre sur le refus de démissionner ou de prise de responsabilité de ceux qui ont échoué à nous protéger. Et un an plus tard, en fait, c'est pas seulement ceux qui ont failli sont encore en poste, c'est qu'ils ont encore plus de pouvoir et plus d'impunité. Donc c'est la fuite en avant et c'est vraiment une gifle pour ceux qui espèrent encore vivre dans un état de droit. Mais pour revenir à ce que disait Amel, on s'était rencontrés aussi pour le documentaire qui va sortir sur les violences policières. Je sais que ça a été des questions assez fatigantes. Je sais qu'elle a quand même passé, je crois, une petite heure avec nous et c'était vraiment j'avoue, moi j'ai terminé l'entretien, j'ai regretté un peu parce que les questions étaient longues, il a fallu développer, etc. Revenir sur des épisodes, qu'elle est en droit de refuser de relater. Mais maintenant, il faut encore saluer son courage et sa dignité parce que non seulement elle fait le deuil, ou plutôt elle se remet sur pied en menant un combat face à une institution aussi puissante que l'institution policière, qu'elle doit aussi porter le deuil de sa famille, qu'elle doit aussi porter sur ses épaules la procédure judiciaire, et qu'en plus de ça, elle doit subir les attaques personnelles. Donc moi, franchement, je dis chapeau à Amel pour sa dignité et son courage, mais elle ne fait que représenter une situation que nous vivons tous, que ce soit dans les combats contre les politiques sécuritaires, les violences policières ou le racisme, c'est qu'on a d'autres choix que de nous inscrire dans un rapport de force. Parce qu'on a un État qui a le monopole de la violence, qui lui est octroyé par les citoyens. Or, il refuse de rendre des comptes sur ce monopole de la violence. Et donc, on ne peut pas, en fait, cultiver l'impunité, humilier des familles qui sont déjà endeuillées et s'étonner que ces personnes qui vivent ces injustices et qui font face à cette humiliation et à cette violence se reprennent en main et décident de dire, vous savez quoi, puisque l'État ne veut pas faire son travail, dans ce cas-là, je me reprends en main. Dans ce cas-là, je pense que le collectif UNPA Urgence, notre police assassine, et c'est pas la police assassine, mérite un soutien, que au lieu de se cacher derrière des murs et de balancer des caillasses, on ferait mieux de les recevoir, d'écouter leurs griefs, parce que ça n'arrange personne qu'on se polarise de part et d'autre. Encore une fois, pour avoir parlé avec Amel longuement, elle est de loin, elle est loin de s'inscrire dans une démarche de diabolisation de la police etc. Et non, c'est plus, il y a un travail qui n'est pas fait, qu'elle porte sur ses épaules avec le peu de moyens qu'elle a. Faut pas oublier aussi que derrière elle, il y a aussi de nombreuses familles de victimes qui comptent sur elle. C'est beaucoup de responsabilités. J'en connais pas beaucoup qui pourront le faire, de porter son deuil et celui des familles. Donc sincèrement, l'appel, je sais, c'est une bouteille balancée à la mer. Si vraiment on a conscience du problème et qu'on veut apaiser les tensions
entre police et habitants et qu'on veut avancer vers une autre police, je pense qu'il est temps qu'on reçoive ce genre de collectif au lieu de les diaboliser, parce que à défaut, si c'est pas des collectifs comme celui de UNPA qui sont entendus, on va véritablement donner du grain à moudre pour ceux qui justement sont dans une démarche de hostilité permanente entre quartier et police. C'est encore une fois une police qui est censée protéger la République. Elle n'est pas censée faire avancer un agenda idéologique. Et à l'heure où la police vote à 52% au Front National, il est plus que temps de faire avancer un agenda pour une nouvelle police. Bravo Yasser. Amal, tu restes avec nous. Dans un instant, on va évidemment reparler de ce collectif, mais aussi passer au coup de cœur de nos chroniqueurs. Et si on a le temps, ce dont je doute, passer au j'aime ou j'aime pas. Bienvenue Amal, en tout cas, t'es ici chez toi. Et bienvenue pour parler de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Juste une petite question, une réponse très très rapide s'il te plaît, parce que j'ai la pub et elle n'attend pas. Quelle a été la réaction de la famille sur cette détermination de ta part ? Je crois que c'est quelque chose qui connaissent déjà chez moi, donc depuis toute petite je suis comme ça, donc voilà. Merci Amal, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous pour ces quelques dernières minutes avant de passer dans un instant aux infos et à Amar pour l'éphéméride, le sport et la télé. Nous sommes avec Amal Bentounsi, pour nous parler de ce qui s'est passé en 2012, donc c'est tout frais finalement, il y a 5 ans. La mort de ton frère, assassiné d'une balle dans le dos, et c'est au terme d'un combat qui fut long, et avec l'aide aussi de ce collectif Urgence Notre Police Assassine, que vous avez aussi aidé les autres familles de victimes qui ont été aussi tuées par la police. J'aimerais que vous nous rappeliez quand même ce chiffre qui est effroyable. Combien de morts par an ? Alors c'est 15 morts par an, donc ça fait une moyenne de 1 à 2 morts par mois tués entre les mains de la police. Comment expliquer ce silence médiatique autour de ce sujet qui est vraiment un fléau, je veux dire, un fait de société auquel il faudrait consacrer quand même des heures d'antenne, pourtant personne n'en parle. Il y a impunité ? Oui, il y a plus qu'impunité, il y a même on peut aller jusqu'au déni. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un processus, à chaque fois quand il y a meurtre, il y a criminalisation de la victime, une version qui est relayée médiatiquement, une version policière qui est relayée par le procureur, et donc c'est la version officielle. Et du coup, si on s'arrête à cette version-là, forcément, n'importe quel auditeur ou téléspectateur qui va regarder l'info va se dire il y a eu fusillade, c'est normal, le policier a fait son travail. Mais en tous les cas, à partir du moment où cette information, la première information, est biaisée, après même de revenir en arrière, les gens restent sur cette première information. C'est-à-dire que si elle est biaisée dès le départ, s'il y a un mensonge dès le départ, les gens restent sur ça forcément. Donc c'est un processus qui est fait pour que les gens, même les gens qui sont les plus concernés, se désolidarisent complètement de la victime ou de son entourage, de façon à dire circuler, il y a rien à voir, le policier a fait son travail correctement, ne cherchez pas la vérité. Sous prétexte qu'il a prêté serment. Tout à fait. Ouais. Donc il faut savoir qu'il y a quelques semaines, un peu avant la mort de Monsieur Ferreira à Échirol, il y a un jeune homme, un jeune Marocain qui est mort dans le 93. Et la famille n'a pas eu connaissance de tout ça et n'a pas demandé autopsie, a envoyé le corps en 1 semaine. On leur a rendu le corps très rapidement. Donc voilà, dans de nombreuses affaires c'est le cas. Et si les familles ne sont pas informées tout de suite, dans un premier temps, dès le départ, et qu'elles se mobilisent pas dès le départ, on se rend compte que après il est très difficile de rattraper ce retard. Donc les 48 premières heures dans ce genre d'affaires sont déterminantes pour la continuité de l'instruction, s'il y en a une. Donc voilà, et donc il faut mettre le paquet. Donc moi je vous invite vraiment
tous les auditeurs. Si vous connaissez des gens autour de vous, si un jour vous avez l'information que quelqu'un a été tué par la police autour de vous, ne vous posez pas de questions, allez chercher la vérité et allez soutenir cette famille, parce que vous vous rendrez compte que forcément toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé l'Observatoire national des violences policières. Donc je pourrais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure si malheureusement ça va se terminer là, mais bon. Voilà. Toutes ces affaires, toutes ces coordonnées, on peut les retrouver évidemment sur internet. Oui, alors c'est bien le collectif ou cet observatoire. Alors vous pouvez nous suivre sur la page du Facebook, le collectif Urgence Notre Police Assassine. Allez-y tous, hein, c'est très important. Ouais. Voilà, et puis vous pouvez, moi j'ai une page Facebook Amal Bentounsi, mais sinon toutes ces informations là vous pouvez les avoir sur la page du collectif. Ouais. Je tiens juste à rappeler que cette semaine, il est important de noter que je participe en tant que témoin dans une affaire où des policiers ont été mis en cause, 3 policiers à Bobigny. Oui. Donc c'est des jeunes, c'est plusieurs personnes qui ont été touchés à tir de flashball, qui ont perdu un œil. À la suite de ça, ils se sont constitués partie civile, ils ont apporté les preuves de ce qui leur est arrivé, et en tous les cas aujourd'hui des policiers sont traduits à Bobigny, donc au tribunal de Bobigny du 21 au 25 novembre. Et alors il y a Wissam El Yamni qui passe en tant que témoin. Moi j'interviens en tant que témoin sur la présomption de légitime défense. Il y a Omar Slaouti du collectif Aliziri qui participe en tant que témoin aussi par rapport à l'affaire de Aliziri. Donc voilà, c'est le collectif 8 juillet. Donc c'est un collectif de gens qui ont été éborgnés par la police. Ça arrive aussi souvent dans les quartiers. Donc voilà, s'il y a des gens s'il y a des gens que vous connaissez qui ont perdu un œil à la suite de tirs de flashball, il y a le collectif 8 juillet et je vous invite à aller les soutenir. T'imagines, ils tirent avec ça dans la tête, avec même dans le corps, les gens qui ont reçu ça dans le corps, ils ont eu des énormes hématomes, mais eux ils visent la tête. Ils sont vachement humains, là. Vachement. Voilà, et on l'a vu d'ailleurs pendant les manifestations contre la loi du travail. Il y a eu énormément de blessés et toujours criminalisés de façon à... Alors Amal, on va rappeler, bien sûr, bien que tu nous aies donné tous ces chiffres assez effroyables tout au long de cette émission, et je m'excuse auprès de Yasser et de Bat, mais on n'aura malheureusement pas le temps pour vos coups de cœur, vous les gardez bien au chaud. Ok. Je suis désolé. Ouais, pas de problème, c'était pour la bonne cause. Mais Amal, ce qui est important de rappeler, parce que c'est vrai que dans cette émission, on parle sans langue de bois, on dénonce énormément de choses, on parle de tous les sujets. Et ce que l'on n'aime pas, c'est qu'on fasse des généralités. Encore une fois, il est important de rappeler que tout ce que l'on vient de dire et d'énumérer au travers aussi bien des propos de base que des vôtres, que des différentes affaires que vous avez relatées, que évidemment on ne fait pas de généralité à l'ensemble du corps de la police. Non, pas moi. Il y a des policiers, oui, mais Badr, il y a des policiers qui font bien leur travail. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut pas généraliser, comme on n'aimerait pas non plus qu'on généralise parce que toi tu vas faire une connerie, donc on va pas généraliser. Moi, si on est soumis à un contrôle de police, moi je suis courtois, voilà. Mais après, c'est le policier qui lance les hostilités ou pas. Pas tous. Ouais, pas tous. Ouais, mais j'en ai souvent, vu qui ont bien fait leur travail, comme il y en a qui font mal leur travail. Ouais, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui font mal leur travail, et moi j'ai pas peur de le dire, et je le redis, c'est la vérité. Alors, moi je pars du principe que celui qui ne dit mot consent. Alors celui qui est témoin, un policier où ils sont 2 en général ou 4, celui qui assiste à une scène de violence, il faut quand même le vouloir pour tuer un homme de ses propres mains. Je pense à Wissam El Yamni qui a été tabassé à mort par 26 policiers. Est-ce qu'il n'y en a pas un de ce groupe de 26 policiers qui aurait pu dire un moment stop, il faut arrêter. Il y a non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Donc imaginez-vous. Donc voilà, c'est un corps. Il faut pas oublier qu'un corps, c'est une famille qui sont soudées, et à aucun moment je n'ai entendu un policier se remettre en question et dire oui, effectivement, il y a un problème. On a mal agi. On a mal agi, ou que certains disent oui, effectivement, publiquement, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a certains qui le disent hors antenne et en aparté sous couvert d'anonymat. Voilà, parce qu'ils risquent aussi la vie, puisque ils ont des collègues et après ils vont subir des répressions. Ça, il faut le dire. Il y en a quelques-uns, mais en tous les cas, pour la majorité, ils soutiennent le corps policier et
faut que cette institution se remette en question. Parce que depuis les années 60 et bien avant, pendant la guerre d'Algérie et après, il faut juste rappeler les faits. Le 17 octobre 61, les 300 Algériens qui ont été jetés à la Seine dans l'impunité la plus totale. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu aucune reconnaissance de la part des gouvernements qui se sont succédés, et donc ça voudrait dire que la vie de 300 Algériens ne vaut rien. Voilà. Merci Amal Bentoutsi, et bon courage pour la suite de votre combat. Merci, Amal. Et pour le collectif donc Urgence, notre police assassine. Et donc vous avez parlé aussi de cet observatoire qui s'appelle exactement. Alors l'Observatoire national des violences policières qui devrait être en ligne très bientôt. En tous les cas, il va y avoir des guides d'information pour permettre aux gens de connaître leurs droits et de signaler la moindre violence, de façon à comptabiliser nos morts et toutes les violences, les contrôles aux faciès, les contrôles abusifs et les violences policières. Voilà. Amal, est-ce que c'est un sujet qui sollicite des invitations des médias ? Ah oui, mais bien sûr, nous on voit la différence entre certains médias qui au départ, quand on disait quand on racontait ce qu'on raconte aujourd'hui, qui écarquillaient les yeux. Aujourd'hui, il y en a maintenant. Ils sont beaucoup plus ouverts, ils sont beaucoup plus conscients que cette réalité, elle existe. Ouais. Donc voilà, ça a été un travail qu'on a fait sur le terrain, et bien évidemment qu'il faut aussi sensibiliser les médias, puisque avant ça, ils n'avaient que la version policière, et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir aussi participer à des débats, et je vous remercie aujourd'hui de m'avoir invité pour me donner la parole. Merci Amal Bentoutsi, à bientôt. Merci Badr Benamin, merci Yasser Louati, merci à tous. Merci à tous. Et à demain, dans un instant, la suite du Grand Forum, avec notamment l'éphéméride de notre ami Amar, et bien sûr la télé, les programmes, puis le sport, 18h05. Bon début de soirée, on est en retard mais c'est pour la bonne cause. Le rappel de l'actualité, c'est avec Marine Garel que nous avons rendez-vous. Bonsoir Marine. Bonsoir.